Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre pour enfants qui s'attaque à un défi vraiment fascinant. Comment faire revivre d'anciennes légendes françaises pour une toute nouvelle génération? Et tout commence par ça. Rien qu'en regardant cette illustration, on voit que la qualité est incroyable. On est tout de suite plongé dans une ambiance, féerique. Ça donne vraiment l'impression d'ouvrir une porte sur un monde magique. Et ça nous amène directement à la grande question. À notre époque, avec tous les écrans, toutes les distractions, comment on fait pour que des histoires qui ont des centaines d'années puissent encore captiver les plus jeunes? C'est ça le vrai enjeu. Comment faire en sorte que la magie opère toujours? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier secret, la première clé du succès de ce livre, c'est sa structure narrative. Et franchement, c'est très très malin. Alors voilà l'idée, elle est toute simple, mais elle est géniale. En fait, on ne se contente pas de lire une histoire. Non, on la vit, littéralement. On suit Papy Jempert, un grand-père qui embarque ses petits-enfants, mais pas n'importe où. Il les emmène sur les lieux mêmes, les vrais lieux où se déroulent ces légendes. Du coup, le conte se transforme en une sorte d'aventure, une vraie exploration. Et c'est cette dynamique familiale qui fait tout. Papy Jean-Pierre, c'est le gardien du savoir, celui qui transmet. Zoé, elle, pose les bonnes questions, celles qui font réfléchir. Et puis il y a le petit Sacha, qui est juste là pour s'émerveiller. Ce trio rend le folklore super chaleureux, facile à comprendre et, franchement, on s'attache tout de suite à eux. Allez, on avance. Parlons maintenant des deux légendes qui sont vraiment au cœur du livre. Et attention, on va vite comprendre que ce ne sont pas juste de petites histoires pour faire de beaux rêves. Rien qu'en voyant les images, le contraste est saisissant. D'un côté, on a Mélusine, la fée bâtisseuse, tout est nocturne, un peu mystérieux, très doux. Et de l'autre, on a Jonagori, le seigneur de la montagne. Et là, c'est la puissance, le feu. Ce sont vraiment deux forces, deux mondes qui s'opposent. Et même si ces deux histoires semblent très différentes, en réalité, c'est un peu comme les deux faces d'une même médaille. C'est ça qui est bien pensé. La première histoire, c'est sur la confiance, l'acceptation de ce qui est différent. L'autre, elle nous questionne sur le respect de ce qui est beau, sans vouloir se l'approprier. Des thèmes super profonds et qui parlent à tout le monde. Du coup, on va un peu plus loin que juste l'histoire. On se demande pourquoi on nous raconte ça. Quels sont les messages qui se cachent derrière ces légendes? Prenez Mélusine. C'est l'histoire d'une fée qui a été trahie et qui, à cause de ça, est condamnée à se changer en femme serpent. Elle est seule, maudite. Et ce qui va la sauver, ce n'est pas l'épée d'un chevalier, non, c'est l'amitié pure des enfants. Eux, ils la voient telle qu'elle est, et ils l'acceptent sans avoir peur, sans la juger. C'est magnifique. La leçon, elle est là, elle est limpide. C'est une histoire sur l'empathie, sur la confiance et surtout sur le fait qu'il faut toujours regarder au-delà de ce qu'on voit en premier. Et de l'autre côté, on a Jonagori. Là, on parle de respect, mais d'une autre manière. Ce seigneur garde un jardin secret, un jardin magique que seuls les cœurs purs peuvent voir. Et il n'y a qu'une seule règle, une seule condition, on peut regarder, mais on n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit. Juste admirer, sans vouloir posséder. Il y a cette phrase dans le livre qui résume tout parfaitement. Les vrais trésors se contemplent, ils ne se prennent pas. C'est tellement juste. C'est une leçon incroyable sur le respect, que ce soit pour la nature, pour une œuvre d'art, pour tout ce qui est beau en fait. Et c'est un message qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, non? Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a encore une autre idée géniale dans ce livre pour rendre ces contes modernes. Et celle-là, elle est vraiment maligne. Ils ont connecté la magie au monde réel. Regardez bien ça. À gauche, c'est le dessin du château de Mélusine dans le livre. Et à droite, c'est une photo des vraies ruines du château de Lusignan, celle qu'on peut aller voir. D'un coup, l'imaginaire et l'histoire se rencontrent. La légende n'est plus juste une histoire, elle devient tangible, presque réelle. Et c'est exactement la même chose pour Jonagori. Son pic maudit dans la légende, c'est tout simplement le pic du Midi d'Ossau, cette montagne magnifique dans les Pyrénées. La magie, du coup, elle a une adresse, elle a une géographie. Et cette technique, elle change tout. Ce ne sont plus juste des mythes un peu abstraits, ça devient une invitation, un point de départ pour aller découvrir notre propre patrimoine, notre histoire. L'aventure ne s'arrête pas quand on ferme le livre, elle peut continuer dans la vraie vie. Et pour que l'immersion soit totale, le livre ne s'arrête pas au récit. Il propose aussi des petites choses interactives, comme des quiz par exemple. C'est sympa pour voir si on a bien tout suivi. Il y a aussi des pages de coloriage. Et ça, c'est une super manière de laisser les enfants s'approprier l'univers, de mettre leurs propres couleurs sur les personnages et de faire partie de la création. Donc si on résume, la recette pour moderniser une légende, elle est là. Premièrement, un guide humain, attachant. Deuxièmement, des histoires qui parlent de valeurs universelles. Troisièmement, on ancre tout ça dans des lieux qui existent vraiment. Et enfin, on ajoute une touche d'interaction pour prolonger l'expérience. C'est simple, mais c'est diablement efficace. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour la route. Si on y réfléchit bien, partout autour de nous,
dans nos régions, peut-être même dans nos propres familles, quelles sont les histoires, les légendes qui dorment et qui n'attendent que quelqu'un pour les raconter d'une nouvelle façon.